Et effectivement, aujourd'hui, pendant cette heure, on va essayer de pas trop déborder, on va parler des aides à la rénovation énergétique. Alors, le sujet des aides, c'est un truc qui est assez dur à suivre dans le sens où, logiquement, on devrait avoir quelque chose qui est assez stable sur le long terme pour savoir où on va. Et en l'occurrence, ce n'était pas exactement le cas. Surtout qu'il y a eu un énorme changement il y a à peu près un an, donc au mois de juin de l'année dernière. Il y a eu un gros changement avec après des stop and go. Il y a des choses qui sont reparties, il y a des choses qui ont été arrêtées. Bon, bref, l'idée, c'était un peu de refaire un point un an après ce séisme pour voir où on en était et pour vous présenter tout ça. Donc, c'est parti. Déjà, je me présente avant. Donc, en gros, moi, à la base, je suis menuisier charpentier il y a très longtemps. Je me suis spécialisé dans l'éco-construction et les bâtiments performants. Pareil, il y a très longtemps, on parle en une vingtaine d'années, hein, voilà. Et à côté de ça, donc je suis formateur aujourd'hui. Je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et je suis aussi journaliste pour des revues, dont La Maison écologique. Voilà. Et je collabore avec Enzaï depuis très longtemps, vu que je les connais depuis le début. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Alors, concernant les aides à la rénovation, je vous ai simplifié la tâche sur un point, tout simplement parce qu'en fait, il existe des documents de ressources. D'ailleurs, l'introduction de ce petit webinaire, c'est tout simplement des documents et des sites de référence. J'ai voulu faire ça parce que dès qu'on s'intéresse aux aides, le fait est, c'est qu'on a des informations qui viennent absolument de partout. Je ne parle même pas de ce qu'on ne sollicite pas et qui nous appelle en permanence au téléphone. Donc, du coup, on a des informations qui viennent de partout. Et à la fin, on ne sait plus trop quoi, enfin, dans quelle direction aller. Comme tout le monde, j'utilise désormais dans mon activité des outils de pseudo-intelligence artificielle. Des fois, alors moi, je m'en sers surtout comme agrégateur de données, c'est-à-dire comme un gros moteur de recherche. Et il se trouve que, par exemple, quand j'ai voulu, entre guillemets, préparer cette formation, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si on demande à plusieurs moteurs de recherche, enfin à plusieurs IA, des informations sur les aides? Et ben, je me rends compte que très souvent, c'est pas faux, mais il y a une grande partie de choses qui sont erronées, simplifiées ou qui sont tout simplement plus d'actualité. Donc, quand on s'intéresse aux aides, c'est simple. Il y a deux documents ressources. D'ailleurs, la plupart des informations que je vais vous donner proviennent de ces documents-là. Et ces documents ressources, vous les avez à l'écran. C'est le guide des aides financières qu'on peut trouver sur le site de l'ANA, sur le site de l'ADEME, sur le site de France Rénov et le mode d'emploi de ma prime rénov. Alors, le mode d'emploi de ma prime rénov, c'est plus restreint, parce que c'est que pour une partie des aides. Par contre, le guide des aides financières, comme son nom l'indique, il est bien, ça reprend bien toutes les aides, pour ainsi dire, accessibles. Je vous ai mis des QR codes, comme ça, là, devant votre écran, vous pouvez déjà scanner et vous allez sur les sites officiels. Donc, toutes les informations que je vous donne proviennent, alors, en partie, hein, de ce guide-là. Et c'est vraiment votre guide de référence. Avant, il fallait trouver le numéro de version, c'était à la fin, c'était pas très malin. Désormais, le numéro de version, il est sur la première page. Donc, vous voyez que là, on est sur le guide de février 2026. Il y en a déjà eu deux depuis le début de l'année, hein, voilà. Et il faut regarder régulièrement ce qui change parce qu'il peut changer trois, quatre fois par an. Alors, des fois, c'est des tout petits changements, des fois, c'est des changements qui sont énormes. Ensuite, je vous ai fait un peu le listing des sites internet de référence. Toujours pareil, l'idée c'est que vous ayez accès à des informations qui soient neutres et qui soient bonnes. Donc là, le site de l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Historiquement, c'est un service public, l'ANA. Historiquement, l'ANA, c'est des gens qui s'occupaient plutôt de l'insalubrité des bâtiments. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas accès à l'eau, des gens qui n'avaient pas ouais, de toilettes, comme ça. Et depuis quelques années, dans leur mission, désormais, il y a la mission de la précarité énergétique qui est donc lié à la précarité aussi. Et de ce fait, c'est eux qui gèrent les aides. Donc, il y a quelques années en arrière, quand on parlait d'aide financière, c'était essentiellement du crédit d'impôt. Hein, donc, l'interlocuteur privilégié, vous l'aurez compris, dans ce cas-là, c'était le service des impôts. Désormais, l'interlocuteur privilégié, eh ben, c'est l'ANA. Donc, vous trouvez les informations sur le site de l'ANA. Pareil, je vous ai mis le QR code. Ensuite, je vous ai mis le site de France Rénov. Alors, France Rénov, c'est le service public de la rénovation énergétique. Donc, vraiment, c'est aussi le site de référence. L'ANA va plus loin que juste la rénovation énergétique. Comme je vous dis, ils ont d'autres missions qu'ils doivent assurer. France Rénov, comme son nom l'indique, c'est le site gouvernemental sur les aides. Alors, j'ai mis l'ANA avant parce que c'est l'ANA votre interlocuteur pour avoir accès aux aides. Vu que le sujet, c'est les aides, j'ai mis l'ANA. Mais dès que vous posez des questions sur tout ce qui est rénovation énergétique, votre interlocuteur, c'est le site France Rénov. Je précise d'ailleurs ici que sur le site France Rénov, vous trouvez un listing, le répertoire de toutes les entreprises qui sont RGE. On va en parler, il y en a besoin. De ce qu'on appelle les MAR, les Mon Accompagnateur Rénov. On va en parler aussi. Et c'est aussi sur le site de France Rénov que vous pouvez trouver les contacts locaux des les espaces France Rénov.
Ça, c'est fondamental pour vous parce que le site national, comme son nom l'indique, c'est pour toute la France entière. Alors que dans chaque département, vous avez, alors ça peut être une agence locale de l'énergie, ça peut être un CAUE, ça peut être une association, mais à qui on a délégué une mission de service public qui consiste à renseigner de façon neutre et objective sur la rénovation énergétique. Donc en gros, le site de France Rénov, c'est le site national, mais vous pouvez trouver à l'intérieur le numéro de téléphone et le site internet de votre antenne locale. Et je vous encourage à prendre rendez-vous avec ces personnes-là parce que vous aurez face à vous des gens qui sont une mission de service public, qui n'ont pas d'intérêt financier à vous parler de rénovation énergétique. Eux, leur mission, c'est de vous renseigner de façon neutre. Et l'intérêt, vous verrez, on en parlera tout à l'heure, il existe dans un bon nombre de cas des dispositifs d'aide qui sont locaux. Particularité d'un dispositif local, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'est pas national. Et donc, pour avoir ces informations, eh ben, le mieux, c'est l'antenne locale. Voilà. Ensuite, ça, c'est le guichet pour demander l'aide. Voilà. Donc, vraiment, le site, là, c'est MaPrimeRénov. Voilà. Et je vous ai mis aussi les deux sites de référence pour les certificats d'économie d'énergie. Alors, en fait, dans un des cas, c'est simplement le site du gouvernement où on retrouve tous les certificats d'économie d'énergie disponibles. À côté de ça, vous avez la base de données du prix des C2E. Alors, à cette étape-là, vous voyez peut-être pas forcément de quoi je parle, mais vous verrez tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer de quoi il s'agit. J'ai rajouté deux autres sites. Un site donc, c'est l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, où là, vous pouvez trouver sur ce site-là les aides locales, justement. Ça référencie les aides locales. Alors, ça n'empêche pas qu'il vaut mieux quand même aller voir une vraie personne et discuter avec elle. Mais en tout cas, vous avez le site de l'ANIL qui référencie la majorité des aides. Si vous êtes une toute petite commune de quelques centaines d'habitants, c'est possible que l'information ne soit pas revenue jusqu'à l'ANIL. Mais en tout cas, c'est là où vous trouvez les aides locales. Et enfin, dernier site, parce qu'on va parler d'aide à la rénovation et très souvent on associe certains systèmes comme le photovoltaïque à la rénovation énergétique. Alors, c'est pas vraiment de la rénovation énergétique le photovoltaïque, mais c'est quand même en lien avec le sujet. Et concernant le photovoltaïque, alors là, pareil, vous cherchez des informations, il y a juste avec des moteurs de recherche. Ou des IA, il y a des chances que vous n'ayez pas forcément les bonnes informations parce que les choses varient beaucoup rapidement. Le site de référence, c'est le site d'Espul et Espul, c'est une association, mais il gère le site photovoltaïque.info, qui, sous ce nom très commun, est tout simplement le site de référence français depuis des dizaines d'années sur le sujet. Donc, si vous voulez des informations neutres sur le photovoltaïque, c'est via Espul et sur le site photovoltaïque.info. Pour les Lyonnais, je suis lyonnais à la base, Espul, c'est une association lyonnaise. Alors, ils sont à Villeurbanne. Petite anecdote, hein, Espul, c'est eux qui ont raccordé la première centrale photovoltaïque au réseau en France. C'est-à-dire qu'avant, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 92, projet Phébus de mémoire, je crois. Et donc, la première centrale photovoltaïque raccordée au réseau, ça a été fait dans la banlieue lyonnaise par Espul. Et cette centrale existe toujours. D'ailleurs, elle est vérifiée régulièrement. Et au bout, en 2012, il avait vérifié une première fois et s'était rendu compte qu'elle avait perdu, enfin, il y avait toujours 80% de la production d'origine pour des panneaux solaires de première génération. Donc, c'était au bout de 20 ans, ce qui était quand même hyper impressionnant. Vous pouvez trouver des informations là-dessus sur le net. Je vous laisserai regarder. Donc c'est parti, on va attaquer. Alors déjà, quand on s'intéresse aux aides financières, comme je viens de le suggérer, j'ai parlé d'aide nationale, j'ai parlé de C2E, je vous expliquerai ce que c'est, et j'ai parlé d'aide locale. Donc en un coup d'œil, il faut comprendre déjà plusieurs choses. Concernant les aides à la rénovation, il y a déjà bien deux cursus différents. C'est-à-dire le principe de la rénovation par geste, c'est quand on va faire, alors je vais utiliser le terme un peu technique, des lots de travaux. Un lot de travaux, c'est quand vous faites un seul travaux, quoi. Par exemple, le lot menuiserie, c'est quand on change les menuiseries. Le lot isolation de la toiture, c'est quand on isole la toiture. Il existe des aides par geste, c'est-à-dire une aide spécifique pour la menuiserie, une aide spécifique pour l'isolation et une aide spécifique, par exemple, pour le système de changement de chauffage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des aides par geste, c'est-à-dire c'est le fait de faire une action qui déclenche une aide. Donc, vous pouvez avoir, si vous faites que l'isolation de la toiture, par exemple, vous pouvez avoir des aides que pour l'isolation de la toiture. Alors, vous pouvez cumuler hein, plusieurs aides par geste. Dans ce cas-là, on parle de bouquet de travaux. Hein. Quand vous avez une fleur, il n'y en a qu'une seule. Quand il y a un bouquet de fleurs, il y en a plusieurs. Eh ben, quand vous avez un lot de travaux, il n'y en a qu'un. Quand vous avez un bouquet de travaux, il y en a plusieurs. Donc, on va parler de bouquet de travaux. Et vous verrez que les aides sont liées par travaux, mais vous pouvez cumuler des aides travaux. Et à côté de ça, il y a un autre cursus qui n'a donc rien à voir,
c'est la rénovation globale. Rénovation globale où là, on va agir sur la totalité du bâtiment et on va voir généralement beaucoup de lots, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir l'isolation des murs, la menuiserie, l'isolation de la toiture, la ventilation, le chauffage. Par exemple, ça, c'est un bouquet de travaux assez courant. On peut rajouter l'isolation du sol, etc. Le mieux, c'est de tout faire, hein, bien sûr, hein. Mais ça, c'est donc la rénovation globale. Alors, la rénovation globale, elle a changé de nom souvent. Une époque, on parlait rénovation globale, rénovation performante, rénovation d'ampleur. Généralement, aujourd'hui, on utilise le terme rénovation en parcours accompagné ou rénovation d'ampleur. C'est juste une histoire de vocabulaire. À chaque fois, c'est la différence entre rénovation par geste, je fais un seul travaux, ou je fais plusieurs travaux, mais je vais chercher des aides que par travaux, alors que rénovation globale, comme son nom l'indique, bâtiment en globalité. Et ensuite, une fois qu'on a compris qu'il y a ces deux lignes différentes et ces deux approches différentes, on a des aides différentes. On a les aides publiques, et au sein de ces aides publiques, on a les aides publiques et on a les aides privées. Justement, je vais l'expliquer. Au sein des aides publiques, on a des aides qui sont nationales, c'est les mêmes partout, et on a les aides locales, donc qui sont liées à l'endroit où vous habitez. On a aussi des aides, alors c'est pas vraiment des aides, mais je les comptabilise là-dedans. On a l'éco-PTZ, qui est donc un prêt à taux zéro. PTZ, c'était prêt à taux zéro. Et l'éco-PTZ, c'est parce qu'il est dans la rénovation. Et on a l'abaissement de TVA. Ça, c'est des choses qui sont payées par nos impôts, si je veux faire très simple. Nos impôts locaux, si c'était une aide locale, nos impôts au niveau national, si c'est une aide nationale. Mais tout ça, c'est bien de l'argent public. C'est notre argent à nous, voilà, à nous tous. Et ensuite, il y a les aides privées. Je vais l'expliquer après, via le dispositif des C2E, certificats d'économie d'énergie, où là, c'est payé par des entreprises. Donc là, c'est des entreprises qui financent la rénovation énergétique. Et ensuite, donc, on va détailler un peu tout ça pour comprendre ce qu'il y a là-dedans et on va croiser entre aide par geste, aide publique, aide privée et on va croiser entre parcours rénovation d'ampleur. Donc, MPR, c'est ma prime rénov et MPR-PA, c'est ma prime rénov parcours accompagné. Ah, voilà. Donc, maintenant, on va essayer d'y voir plus clair là-dedans. Donc, c'est parti. Et plusieurs fois, je parle des C2E, donc CEE, C2E ou certificat d'économie d'énergie. Dans le langage, enfin dans le milieu, on dit les C2E. Alors, il s'agit de quoi, comme je viens d'expliquer? Alors, on va faire très simple. C'est le principe du pollueur-payeur. Ça fait des années que l'État impose à toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'énergie de financer des travaux de rénovation énergétique. Pourquoi? Parce que ces entreprises qui sont dans le secteur de l'énergie émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Elles émettent, donc elles consomment beaucoup d'énergie, elles produisent de l'énergie, elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et pour compenser cela, hein, pollueur-payeur, eh ben, elles sont obligées de financer des travaux d'économie d'énergie. Alors, elles financent aussi autre chose, hein. Elles financent de la formation aux économies d'énergie. Mais je ne vais pas rentrer trop dans ce détail, là, ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Là, on parle bien de rénovation énergétique. Alors, les C2E, c'est souvent moins connu, mais c'est souvent plus connu. En fait, je m'explique. Les C2E, quasiment tout le monde en a entendu parler, parce qu'à la grande époque, hein, aujourd'hui ces dispositifs n'existent plus, mais à la grande époque, des dispositifs à 1 euro. Donc c'était les combles à 1 euro, l'isolation du sol à 1 euro, l'isolation par extérieur à 1 euro, les pompes à chaleur à 1 euro. Bah, tous ces dispositifs étaient financés via les C2E. Donc en fait, c'était de l'argent privé, hein, qui servait à financer ces dispositifs-là. C'était pas de l'argent public. Donc c'est pour ça qu'en fait, les gens des fois ne connaissent pas. Mais quand on parle des trucs à 1 euro, tout le monde en a entendu parler. Bah, c'était les C2E. Il faut savoir qu'aussi les C2E, c'est là où il y a le plus d'argent. On pourrait se dire que l'argent qui finance la rénovation énergétique en France, c'est plutôt de l'argent public. En fait, non, c'est plutôt de l'argent privé. La majorité, enfin le plus gros volume d'aide provient bien des entreprises qui sont obligées de financer ces travaux-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, enfin si c'est marqué, mais je ne l'ai pas encore dit. Ces entreprises, on les appelle les obligés, parce qu'elles sont obligées de financer la rénovation énergétique. Alors, je donne des exemples, hein. Parmi les obligés, donc des entreprises qui travaillent dans le secteur de l'énergie, on aura Total, on aura EDF, on aura Engie, mais on aura aussi Carrefour, Auchan et toutes ces entreprises parce qu'elles distribuent de l'essence, par exemple, hein. Donc voilà. Bon, et après, donc elles ont un engagement là-dessus. Et je disais, c'est le plus gros dispositif d'aide parce qu'en fait, c'est celui qui va toucher le plus de personnes. Tout à l'heure, je vais vous parler plutôt des aides pour les propriétaires, la maison individuelle, les appartements. C'est ce qui souvent vous intéresse, mais il y a aussi des collectivités qui peuvent avoir des aides. Il y a des mairies, il y a des régions. Voilà, quand on rénove un hôpital, quand on rénove une école, quand on rénove une salle polyvalente, et ben, il y a la possibilité d'avoir des aides. Et ces aides, eh ben, c'est plutôt des aides liées au C2E. Voilà. Et les C2E touchent beaucoup plus de bâtiments en termes de typologie de bâtiments et aussi en termes de public. On peut avoir des aides à la rénovation pour de l'habitat secondaire via les C2E, ce qui n'est pas possible, par exemple, avec les aides publiques. Voilà.
Donc voilà. Et les C2E, les entreprises, enfin les obligés, ont des quotas à atteindre. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de financer la rénovation. S'ils ne le font pas, ils sont pénalisés bien plus que s'ils avaient financé en fait les travaux. Donc ça veut dire qu'ils ont tout intérêt à financer la majorité de travaux, à atteindre leur quota. Je précise aussi, même si je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, on parle beaucoup d'arnaque à la rénovation. Alors oui, parce qu'on aime bien parler des choses qui marchent mal. Globalement, la majorité des chantiers qui sont subventionnés sont des chantiers qui se passent bien, avec des travaux qui sont bien faits à des prix à peu près maîtrisés, et les aides, ça se passe bien. Il existe évidemment ce qu'on appelle des éco-délinquants, donc des entreprises qui vont bah, de fait pas respecter les règles. Et il y en a, ça représente des sommes qui sont importantes, mais par rapport au volume total, c'est pas si important que ça. Alors on parle de millions pour des milliards, hein, donc vous voyez qu'on est quand même sur des sommes gigantesques, mais voilà, c'est pas la majorité. Donc, on peut dire que globalement, le secteur de la rénovation et des aides à la rénovation, c'est un secteur qui est plutôt préservé. Il y a des arnaques, mais pas bien plus que dans plein d'autres sujets, quoi. Et la majorité des arnaques, on lié plutôt avec les C2E, hein, voilà, plutôt qu'avec les autres aides publiques. Autre critère général qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour avoir accès aux aides, en fait, il y a des catégories de revenus. C'est-à-dire que bah, vous tous, là, selon vos revenus, selon la composition de votre ménage, vous allez rentrer dans une catégorie. Ces catégories, il y en a quatre. Alors en fait, il y en a huit parce qu'il y en a quatre spécifiques pour l'Île-de-France. Alors c'est le même principe, hein, c'est juste que ce pas les mêmes revenus. Et puis il y en a quatre pour le reste de la France. Alors moi, en tant que Lyonnais, je me sens pas parisien, un Lyonnais d'origine. Donc du coup, je vous ai affiché que la catégorie hors Île-de-France, hein, voilà. Mais il y en a bien 8 au total. Ces catégories, donc ça va de très modeste, on dit TMO, modeste, MO, intermédiaire et supérieur. Et selon encore une fois les revenus de la totalité des personnes qui touchent des revenus et qui ont l'adresse du chantier, quoi, et ben on va comptabiliser tous les revenus de tout le monde pour savoir dans quelle catégorie vous êtes. Et selon la catégorie dans laquelle vous êtes, vous avez le droit à une certaine somme ou non. Je précise qu'on utilise aussi le code couleur pour nommer ces catégories. Alors, soit on dit très modeste, modeste, intermédiaire, supérieur. On dit souvent TMO, MO pour les deux premiers. Et on va parler des ménages avec des couleurs, ménages bleu, jaune, violet ou rose. Oui, les catégories supérieures, c'est censé être du rose. Bon, moi, je dis toujours que je vois pas du rose, mais admettons, c'est la catégorie rose. Voilà. Autre point fondamental aussi, je vais le faire apparaître tout de suite, c'est que concernant les aides à la rénovation, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire vraiment une aide locale très particulière, la totalité des aides dont je vais vous parler ne sont accessibles que par le biais d'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes auto-rénovateur, vous faites vous-même votre projet, vous n'avez pas le droit aux aides. Sauf cas très particuliers, comme j'ai dit, hein. Mais la majorité des gens, l'immense majorité, la totalité, on va faire un raccourci, n'ont accès aux aides que via une entreprise et via une entreprise RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et pour être RGE, une entreprise doit suivre des formations, être qualifiée, être contrôlée, etc. Voilà. Encore une fois, je simplifie, mais bon, le raccourci, c'est que pour avoir des aides, il faut passer par une entreprise. L'entreprise doit être RGE. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, par contre, un point qui est important sur les RGE, je veux vraiment ça l'évoquer avec vous pour que ça soit bien clair et que tout le monde l'ait en tête, c'est que quand on dit qu'une entreprise est RGE, en fait, elle est RGE, mais pour ce qu'on appelle un domaine de travaux. Domaine de travaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'est pas RGE, en fait, voilà, sur la totalité de ce qu'elle va faire. Elle va être RGE, en fait, que sur une partie, et ça dépend de pourquoi elle a demandé le RGE. En fait, ça, vous pouvez le voir de la façon suivante. Regardez, si on va sur le site de France Rénov, je vous ai dit tout à l'heure, le site de France Rénov, vous avez les annuaires dessus, hein. Quand vous allez sur le site de France Rénov, sur le côté, vous voyez, vous avez les annuaires, et vous pouvez ici trouver une entreprise RGE. Voilà, je vais zoomer un petit peu, hein. Donc, on peut trouver une entreprise RGE. Et quand je descends, donc on va me poser des questions. Voilà, est-ce que je veux faire un audit parce que je vais réaliser des travaux? Donc, je réalise des travaux. Et là, on me demande les types de travaux. Et quand je descends, vous voyez qu'en fait, on a différents domaines de travaux. Par exemple, l'isolation des comptes perdus, c'est pas la même chose que l'isolation des murs par l'extérieur, qui est pas la même chose que l'isolation des planchers bas, etc. Et c'est ça, les domaines de travaux. Et en fait, c'est un RGE par domaine de travaux. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une entreprise qui annonce qu'elle est RGE, et c'est vrai. Elle peut être RGE, par exemple, sur l'isolation des combles perdus, c'est vrai. Et vous, vous la faites intervenir pour l'isolation des combles. Donc, elle est bien RGE pour les combles, il n'y aura pas de souci. Mais si vous lui demandez un autre lot, par exemple l'isolation, enfin changer les menuiseries, et qu'elle n'est pas RGE sur les menuiseries,
parce qu'il y en a un RGE menuiserie, hein. Voilà. Si on va chercher dans la liste, il y a un RGE sur le changement des menuiseries. Et si elle n'est pas, voilà, ici, celui-là. Si elle n'est pas RGE sur les menuiseries, eh ben, vous aurez potentiellement accès aux aides pour l'isolation de la toiture, mais vous n'aurez pas accès aux aides pour la menuiserie. Parce qu'il faut bien que l'entreprise, elle soit RGE pour la totalité des travaux pour lesquels elle va intervenir. Donc faites attention à ça, parce que vous pouvez avoir une entreprise qui est RGE, mais qui est RGE que pour un seul domaine de travaux, ou pour plusieurs, mais pas pour celui qui vous concerne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier. En fait, ce qui peut se passer des fois, c'est que vous demandez un devis à une entreprise qui est RGE pour un sujet, et ensuite, en discutant avec elle, vous décidez de rajouter des éléments. Et en rajoutant les éléments, la question des aides ou du RGE ne revient pas sur le tapis, et vous oubliez de vérifier ça. L'entreprise, elle, soit elle oublie, soit elle fait en sorte de pas trop vous en parler parce que elle sait que vous n'aurez pas accès aux aides sur la deuxième partie et qu'elle veut quand même faire le chantier. Donc faites attention à ça. Vérifiez bien systématiquement que l'entreprise elle est bien RGE pour tous les travaux pour lesquels vous avez demandé. Alors ça, l'endroit que je venais de vous montrer, hein, vous pouvez sélectionner les entreprises et quand vous avez sélectionné l'entreprise, vous pouvez télécharger son certificat et dans ce certificat, vous avez tous les travaux qui sont couverts par l'entreprise. C'est clairement expliqué. Voilà. Mais faites attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette subtilité des différents RG. Ensuite, concernant les aides sur tout ce qui est isolation et menuiserie, il y a des critères techniques à respecter. Alors, qui peuvent être légèrement différents d'une aide à l'autre, mais grosso modo, je vais vous donner les critères maximum. Comme ça, si vous les respectez, vous savez que vous aurez accès de toute façon à la totalité des aides, hein, voilà. Donc, ces critères, alors, c'est pas cela justement. Ça, c'est les aides, c'est les critères qui existent depuis longtemps. Alors, précise pour ceux qui ne maîtrisent pas, là, on parle de R. Le R, c'est la résistance thermique. En gros, c'est le pouvoir isolant. Et ce chiffre, plus il est gros, plus ça isole. Donc, on voit que par exemple, on demande plus d'isolation en toiture qu'en sol. Qu'en toiture, on demande un R de 7 et en sol, on demande un R de 3. Donc, on voit qu'on demande beaucoup plus d'isolation en toiture qu'en sol. Bon, ça pourrait s'expliquer thermiquement, mais ce n'est pas l'objet ici. Donc, ce R doit être respecté et il faut que l'isolant que vous rajoutez, on ne prend pas en compte l'existant, hein. L'isolant que vous rajoutez, il faut qu'il soit supérieur à ces valeurs-là. Les critères que vous avez là, ce sont les critères pour les aides travaux. Je vous expliquais tout à l'heure. Vous savez, quand on fait qu'un seul domaine de travaux. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'on retrouve des critères pour tous ces éléments-là. Mais par exemple, au moment où je vous parle, il n'y a plus d'aide pour l'isolation des murs et l'isolation de la toiture. Donc, dans le guide, il y a un peu des trucs bizarres. C'est qu'on vous dit pour avoir accès aux aides pour les murs et pour le sol, il faut telle résistance thermique minimum. Mais plus loin, on voit qu'il n'y a pas d'aide. Bon, ça, c'est des traces parce qu'avant, il y avait des aides. Donc, ils ont gardé les critères techniques quand même, il n'y a plus d'aide. Mais ce n'est pas ces critères que je vais vous demander de respecter. Alors, vous voyez qu'on retrouve les mêmes ici, c'est ceux-là. Alors, ceux-là, vous voyez qu'il y en a que deux qui ont changé, hein. C'est celui pour les murs et c'est celui pour c'est celui pour les murs, pardon, en isolation par l'extérieur, et c'est celui pour les toitures terrasses. Alors, vous voyez qu'ils sont plus hauts. Alors, pourquoi il faut respecter ces critères-là? Parce qu'en fait, ces critères-là, c'est ceux qui permettent d'avoir les aides à la rénovation globale. Donc, les aides sur tout le bâtiment en entier. Mais c'est surtout que vu que ces critères sont supérieurs, hein, pour que deux d'entre eux, eh ben, il vaut mieux prendre la valeur la plus haute. Parce qu'en gros, pour faire simple, si vous respectez les critères que je viens de noter ici, vous avez accès à la totalité des aides. Vous savez que quoi qu'il arrive, si vous changez d'avis en cours de route, si vous basculez sur des C2E, si vous basculez sur des aides travaux, si vous basculez sur des aides à rénovation d'ampleur, vous savez que dans tous les cas, si vous avez respecté ces critères, vous avez accès à toutes les aides. Donc, il vaut mieux respecter cela parce qu'au moins, vous êtes tranquille, vous n'avez pas le risque de changer d'avis en cours et de vous rendre compte à la fin que vous n'avez plus accès aux aides parce que ce n'était pas la bonne résistance thermique. En plus, bah, vu que les critères sont supérieurs ici, plus on isole, mieux c'est. Mais il y en a certains qui se disent oui, mais bon, là j'hésite un petit peu ou quoi que ce soit. Souvent, on est dans l'instantané. On se dit oui parce que les travaux, je les fais maintenant. Donc voilà, il faut que je réfléchisse. Mon retour sur investissement, est-ce que je le fais en 4 ans? Est-ce que je le fais en 10 ans? Alors, je vous propose de raisonner différemment. La prochaine fois que vous programmez les travaux, posez-vous une seule question. Quand est-ce que ça sera la fois suivante que je vais réaliser les mêmes travaux? C'est-à-dire, j'isole les murs par l'extérieur. La prochaine fois que j'isolerai mes murs par l'extérieur, ça sera quand? Et vous verrez que là, ce sera en dizaines d'années. C'est 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui veut donc dire que le choix que vous faites aujourd'hui, c'est pas un choix de quand est-ce que j'ai remboursé les travaux, le retour sur investissement. Ça, c'est un peu du court terme. Non, c'est le choix de se dire, dans 10, 20, 30 ans, je subirai les conséquences de mes choix d'aujourd'hui. Donc, à chaque fois que je vais prendre une décision, il faut bien que je pense que la décision, elle est valable pour 30 ans. Voilà. Je vous propose de raisonner plutôt comme ça. Oui, j'ai déjà vu une question dans le chat, j'y réponds tout de suite. C'est bien le R additionnel. Donc, c'est la résistance thermique qu'on rajoute.
Voilà. On ne prend pas en compte l'existant. Quelqu'un qui a une résistance thermique de 0,5 pour un mur en pierre pas isolé, c'est à peu près ça, et ben, pour, par exemple, l'isolation des murs par extérieur, il doit bien rajouter 4,4. Mais quelqu'un qui aurait déjà un R de 3, parce qu'il a une maison, allez, on va dire, relativement récente, pour avoir le droit au Z, il devra bien rajouter 4,4 aussi. Voilà, dans tous les cas, c'est la résistance thermique additionnelle. Et on ignore l'existant. Ça, c'est les critères pour les menuiseries qu'il faut respecter. Alors, j'ai parlé tout à l'heure parmi les aides. Donc là, c'était généralité. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les spécificités. Encore que la TVA à taux réduit. Donc, il existe un taux de TVA à taux réduit. Dans le bâtiment, il y a trois taux de TVA en fait. Il y en a un qui est à 20%, c'est quand vous faites de la construction neuve ou quand vous faites une extension, par exemple, parce que l'extension, c'est du neuf sur de la réno, et c'est bien du neuf. Il y a le taux de TVA à 10%. Ça, c'est quand on fait de la rénovation, mais juste rénovation. C'est-à-dire qu'on va remettre en état un élément. Et dans le cas de la rénovation énergétique, il y a la TVA à 5,5%. Donc, c'est un taux de TVA baissé. Je précise qu'il est aussi désormais accessible pour le photovoltaïque, justement. On en parlait, je disais qu'on parlait un peu du photovoltaïque. Donc, le taux de TVA, alors ça dépend de la puissance de l'installation, mais pour une maison individuelle, logiquement, vous pouvez avoir accès à un taux de TVA de 5,5%. Ça, c'est quelque chose qui date d'octobre de l'année dernière. Voilà. Donc, le taux de TVA réduit, globalement, on peut partir du principe que à partir du moment où vous avez accès à la totalité des aides, vous aurez accès à la TVA à taux réduit. C'est quelque chose qui est assez large, hein. Ça couvre bon nombre de publics différents, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, syndicats de copropriété, etc. Et c'est pour les logements achevés depuis plus de 2 ans. Donc, vous voyez qu'on est sur le truc le moins restrictif. On verra que dans d'autres cas, il faut que le logement il ait au moins 15 ans. Donc, voilà. Donc, la TVA à 5,5, c'est vraiment le truc le plus simple à atteindre parce que c'est pour l'habitat principal, l'habitat secondaire. Donc, je ne m'étale pas simplement parce que ça, vous y avez quasiment toujours le droit dès que vous faites de la rénovation énergétique. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Une chose, par contre, que je veux rajouter, c'est bien lié à tout ce qui est lié à la rénovation énergétique, la pose, l'installation, etc. Tout ce qui est lié donc à l'isolation, tout ce qui est lié à la ventilation et tout ce qui est lié aux équipements. Mais aussi, il faut savoir que ça peut prendre en compte les travaux induits. Alors, je vais parler tout de suite de ce qu'on appelle les travaux induits. Si vous faites des travaux de rénovation énergétique et que ces travaux de rénovation énergétique vont forcément induire d'autres travaux, par exemple, vous isolez par l'intérieur et en isolant par l'intérieur, vous devez déplacer le réseau électrique, hein, de fait, hein, et ben, ces travaux, donc c'est pas de la rénovation, enfin, c'est pas de la rénovation énergétique de déplacer le système électrique. Par contre, c'est obligatoire, vous êtes obligé de le faire. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle des travaux induits. Et dans ce cas-là, ces travaux induits, ils peuvent passer en TVA à taux réduit aussi. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez, un autre exemple, hein, vous faites une installation d'un système de ventilation chez vous, et pour faire ce système de ventilation, vous êtes obligé de créer un petit bout de faux plafond ou des soffites, des placards techniques, des choses comme ça. Ça, c'est de la création, c'est du neuf, hein, logiquement. Bah, là, ça passera en taux de TVA à 5,5 parce que vous êtes obligé de faire ces faux plafonds et ces soffites pour installer le système de ventilation. Donc, c'est ça la TVA, enfin, les travaux induits. Ça peut être intéressant parce que ça fait tout de suite gagner 15%, hein, entre 20% et 5,5 et 15%. Vous gagnez 15% sur le budget et ça coûte rien à personne parce que l'entreprise, ça ne lui coûte rien non plus, hein. C'est de la TVA qui est collectée par l'État. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on arrive au vif du sujet, la fameuse MPR. MPR, c'est ma prime rénov. C'est un peu l'aide centrale enfin, l'élément central des dispositifs d'aide aujourd'hui, hein. Ma prime rénov se décompose en deux sous-parties. Donc, ma fameuse prime rénov pour une rénovation par geste, j'ai déjà évoqué, et ma prime rénov pour une rénovation d'ampleur, hein. Alors, on appelle aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ma prime rénov par geste, donc on l'appelle MPR tout court, et ma prime rénov rénovation d'ampleur, on l'appelle souvent MPR parcours accompagné. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on parle de parcours accompagné. Dans le document des aides financières, on trouve d'ailleurs les deux termes. Des fois, il parle de rénovation d'ampleur, des fois, il parle de parcours accompagné. Donc, c'est la même chose, hein. Rénovation d'ampleur, parcours accompagné, on est sur la même chose. Quand je parle de MPR tout court, ce sera la première, c'est que pour les aides travaux. Quand je parlais de MPR, rénovation d'ampleur ou parcours accompagné, vous aurez compris, ce sera la deuxième. Alors, il y a des conditions communes à ces deux aides. Donc là, pareil, pour faire simple, c'est qui a le droit à ces aides-là. Donc le plus simple, c'est les propriétaires occupants. Voilà, donc vous êtes propriétaire et vous occupez votre logement. Voilà. Les personnes qui vont acquérir un logement, hein. Et il y a potentiellement les propriétaires bailleurs aussi. Donc des gens qui sont propriétaires d'un bien et qui le mettent à la location.
ils peuvent avoir accès aux aides à la rénovation, mais dans ce cas-là, je vais marquer un sous condition parce qu'ils ont des obligations de location ensuite. Donc de location à tarif régulé sur une certaine durée, etc. Donc un propriétaire bailleur peut avoir accès aux aides, mais il a des conditions. Et il y a des cas plus anecdotiques. Je vous laisserai en prendre connaissance plus précisément dans le guide des aides, mais certaines SCI peuvent y avoir accès aussi, etc. Les logements, donc là, attention, c'est uniquement pour la résidence principale. Voilà. Là, au moins, c'est clair que la résidence principale. Résidence principale, c'est une résidence qui est occupée au moins 8 mois par an. Voilà. Et il faut que le bâtiment ait plus de 15 ans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, contrairement à le taux de TVA, par exemple, qui est sur une durée un peu plus courte. Il faut passer par une entreprise RGE, ça, j'ai déjà dit. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça, c'était les conditions communes aux deux aides. Maintenant, on va aller plus dans le détail. Alors, concernant les rénovations par geste, donc mono-travaux, je fais un travaux, j'ai le droit à ça, je fais un autre travaux, j'ai le droit à ça, etc. Déjà, concernant les catégories de revenus, on va faire simple. Les ménages supérieurs n'y ont pas le droit. Voilà, il n'y a pas d'aide pour les ménages supérieurs. Et ensuite, on verra que les aides varient selon les revenus du ménage, mais les catégories supérieures n'y ont pas le droit. La demande se fait sur maprimerénov.gouv.fr, le site dont je vous ai parlé précédemment. Et une chose, alors, même si c'est pas, j'ai fait des simplifications dans ce webinaire hein, pour que ce soit plus clair. Aujourd'hui, prenez aucun risque. C'est-à-dire que quand vous allez demander l'aide, je vous ai fait une petite infographie là-dessus, hein, quand vous allez demander l'aide, il y aura un délai de réponse pour savoir si vous avez accès à l'aide. Même si le guide des aides financières, il vous dit si vous avez ça, si vous avez ça, si vous avez ça, vous aurez le droit à ça. On pourrait donc comprendre que c'est un droit. C'est-à-dire si je coche toutes les cases, j'ai le droit aux aides. L'ANA précise bien que ce n'est pas un droit. C'est-à-dire que c'est une possibilité d'avoir accès aux aides, mais il faut bien attendre d'avoir l'accord. En fait, qu'est-ce qui va faire que vous ayez l'accord ou non? C'est une raison simple. Est-ce qu'il y a encore des sous ou non? Voilà, je ne peux pas le dire plus simplement que ça. Si vous respectez toutes les conditions, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas accès aux aides, sauf si les caisses sont vides. Je n'entrerai pas dans les détails de comment c'est géré, parce qu'il y a une partie des aides qui sont gérées au niveau national, une partie des aides qui sont gérées au niveau local, en tout cas pour le parcours accompagné. Mais il se trouve que à des moments, bah, il n'y a plus beaucoup d'aides. Donc, moi, ce que j'ai marqué là-dedans, c'est que attendez d'avoir la réponse officielle qui vous dit oui, vous avez le droit aux aides et voilà à quel montant d'aide vous avez le droit. Et seulement à partir de ce moment-là, je vous encourage à débuter les travaux. Parce que si vous le faites autrement, en gros, à partir du moment où vous avez un accord officiel, vous êtes sûr d'avoir votre argent. Alors, ça peut mettre longtemps, mais vous êtes sûr d'avoir votre argent. Alors que si vous n'avez pas eu un accord officiel, et ben, si jamais ça change entre-temps, dans l'absolu, vous pouvez ne plus avoir accès aux aides. Donc moi, je vous dis, attendre l'accord de prime avant de réaliser les travaux. C'est mon conseil. Faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est mon conseil. Vu que, comme je dis, c'est pas un droit. Pour les ménages très modestes, il y a possibilité d'avoir une avance sur les aides, hein. Et concernant les classes énergétiques éligibles, aujourd'hui, toutes les classes énergétiques sont éligibles. Alors, il faut que le bâtiment ait plus de 15 ans, par contre, gardez ça bien en tête, hein. Mais à partir du moment où le bâtiment il a plus de 15 ans, si vous décidez de faire enfin, des travaux qui sont concernés par les aides, dans l'absolu, vous y avez le droit. À une époque, en gros, ça, c'est quelque chose qui aurait dû sauter depuis longtemps déjà, depuis plus d'un an et demi, hein. Depuis un an et demi, logiquement, il ne devait plus avoir d'aide travaux pour les passoires énergétiques. C'est-à-dire les classes EFG, par exemple, elles ne devaient plus avoir accès à ces travaux-là. Et donc, c'était conditionné au fait d'avoir un DPE. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire un DPE avant travaux pour voir dans quelle classe vous étiez. Et si vous étiez dans les classes les plus basses, vous n'auriez pas le droit aux aides travaux. Alors ça, en fait, ce décret, il existe, hein, il est publié, mais il est reporté d'année en année. Donc là, il est reporté à fin 2026. Donc bon, ça c'est, on verra comment ça va évoluer. Mais à une époque, certains types de chantiers, enfin certaines catégories ne devaient plus avoir accès à ces aides-là. Actuellement, vous avez. Et c'est cumulable avec les C2E. Voilà. Donc vous pouvez aller chercher d'un côté des aides publiques et de l'autre côté des aides privées. Vous pouvez les cumuler. Voilà. Les montants, vous les avez là. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Tableau à double entrée. Vous avez les revenus, vos revenus en partie haute. Vous voyez, pour les ménages supérieurs, ils sont non éligibles. C'est ce que je vous ai expliqué. Et ensuite, vous avez les travaux qui sont déterminés sur la gauche. Donc, ça se lit de la façon suivante. Pour un chauffe-eau solaire en métropole, et ben, si vous êtes un ménage très modeste, vous aurez une aide forfaitaire de 4 000 euros. Alors, évidemment, cette aide ne peut pas être supérieure aux travaux. Donc, il faut que les travaux fassent au moins 4 000 euros. Mais si les travaux font 4 001 euros, vous avez le droit à 4 000 euros. Voilà. Donc, c'est une aide forfaitaire. Elle n'est pas, sur les 4000, vous n'aurez pas, par exemple, que 3002, quoi. Soit vous avez l'aide, soit vous ne l'avez pas. On a aussi des aides pour l'isolation.
Ça, c'est plutôt les équipements. On trouvera les pompes à chaleur, les poêles à granulés, etc. dedans. Et là, on a l'aide sur l'isolation et la ventilation. Encore une fois, on voit que les ménages éligibles, enfin les ménages supérieurs n'ont pas le droit. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nouveauté de 2026, la grande nouveauté de 2026, c'est que désormais, il n'y a plus d'aide travaux pour l'isolation des murs. Et ça, il y a encore plein de gens qui ne s'en sont pas rendus compte, y compris des professionnels. Depuis le début de l'année, il n'y a plus d'aide travaux pour l'isolation des murs. Que ce soit par l'intérieur ou l'extérieur, il n'y a plus d'aide. D'ailleurs, vous le voyez bien ici, hein, il n'y a pas l'isolation des murs. C'est pour ça que, rappelez-vous, dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, j'avais barré les murs en vous disant il y a des critères, mais il n'y a plus d'aide. En fait, il n'y a pas d'aide pour l'isolation du sol, il n'y a pas d'aide pour l'isolation des murs. Et depuis le début de l'année, ont aussi disparu les aides au système de chauffage bois, donc les chaudières bois, donc granulés, plaquettes ou bûches. Donc depuis le début d'année, il n'y a plus d'aide pour les chaudières bois. Alors, toujours pour les poêles, hein, on les voit ici en partie basse, il y a bien les poêles, hein. Donc il y a bien des aides pour les poêles, mais plus pour les chaudières. C'est un peu inexplicable ça, mais on a des, c'est à peu près pourquoi, mais je rentrerai pas dans les débats ici, hein. Voilà. Mais ça, c'est les deux grandes nouveautés de 2026 à bien avoir en tête. Plus d'aide pour l'isolation des murs, plus d'aide pour les chaudières bois. Ensuite, il y a des plafonds éligibles et il y a ce qu'on appelle un écrêtement. Alors, là, pareil, j'explique simplement, mais pour faire simple, quoi qu'il arrive, le montant total des travaux ne peut pas excéder un certain montant, en l'occurrence, et les aides ne peuvent pas excéder un pourcentage maximum de la dépense éligible. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous avez. Alors, d'ailleurs, l'exemple que je donnais tout à l'heure, n'était pas tout à fait bon. Quand j'ai dit 4001, vous avez le droit à 4000 parce que justement, il y a l'écrêtement, hein. L'écrêtement de ma prime rénov par geste. Alors, en fait, c'est possible, mais en cumulant avec les C2E. En gros, pour faire simple, voilà, quand vous avez un devis de X milliers d'euros, ben, vous avez le droit à l'aide forfaitaire, mais il ne faut pas que cette aide, elle dépasse ce pourcentage-là des aides du montant éligible. Donc, voilà, sur 10 000, et ben là, vous ne pouvez pas dépasser 9 000 euros d'aide, voilà, pour faire simple, hein. Alors, ça, c'est quand on cumule ma prime à 9 et C2E. Si on cumule tous les dispositifs, on peut aller jusqu'à 100%, mais dans ce cas-là, c'est avec des aides locales, hein. Donc, en gros, il y a bien un plafond maximum qu'on ne peut pas dépasser, et ensuite, il y a un montant maximum qu'on ne peut pas dépasser sur ces plafonds-là. Aujourd'hui, c'est assez rare qu'on soit à l'équivalence, hein. Alors, Stoff a tout cumulé justement avec les C2E et tout ça. Mais si on parle que de MPR, c'est rare que MPR va couvrir 100% des travaux, tout simplement parce que les montants qui sont proposés sont bien en dessous des prix de marché. Donc, il y aura toujours un reste à charge. Donc, en tout cas, vu qu'ici, on parlait que de MPR, si on s'intéresse que à MPR, généralement, ça passe sans problème. Vous avez le droit bien au montant maximum. Alors, le parcours type MPR. Je me suis amusé à faire le petit parcours. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça n'allait pas tant que ça. À la base, c'est un ménage. Et le ménage, il a un projet de travaux. Pour ça, il va aller demander à une entreprise RGE un devis. Parce qu'à la base, il faut bien savoir combien ça coûte. Donc, OK, on a un devis et on se dit, d'accord, c'est des travaux qui nous intéressent. Dans ce cas-là, on va demander l'aide. L'aide, on va la demander à l'ANA. Donc, via la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous faites votre demande d'aide et vous attendez d'avoir la réponse. Vous avez la réponse et vous avez le montant. Donc à ce moment-là, on vous dit, OK, ça, c'est pris en charge et avec un montant de temps. À ce moment-là, vous signez le devis et vous validez avec l'entreprise en disant, OK, voilà, c'est parti, on fait les travaux. L'entreprise va donc réaliser les travaux et elle va, à la fin des travaux, vous éditer la facture. Une fois que vous avez édité, enfin, vous avez récupéré la facture, vous allez déposer la facture sur le guichet MaPrimeRénov' et vous allez toucher les aides. Voilà. Donc, il y a des effets de ping-pong comme ça. Maintenant, si je mets la chronologie, allez, je vais être pessimiste, optimiste. Récupérer le devis de l'entreprise, optimiste, une semaine, pessimiste, un mois et demi pour récupérer le devis. Ensuite, vous demandez l'aide. Optimiste, c'est annoncé 15 jours, la réponse. Pessimiste, un mois et demi, 2 mois pour la réponse. Donc ensuite, vous démarrez les travaux. Alors là, ça dépend de la disponibilité des entreprises. Ça peut être la semaine d'après, comme ça peut être dans 6 mois. Ça dépend de la météo et du planning de l'entreprise, hein. Donc voilà. Et ensuite, bah, ils font les travaux. Donc là, pareil, hein, les travaux, il y a des travaux, ça dure une journée, hein. Installer un chauffe-eau, c'est une journée, hein. Et il y a des travaux, ça va durer plusieurs semaines, surtout si vous cumulez plusieurs. Vous récupérez la facture, ça généralement c'est fait assez rapidement. Et ensuite, quand vous déposez la facture pour récupérer l'aide, optimiste 15 jours, c'est ce qui était annoncé sur le site. Dans les faits, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois.
On a des projets où ça a duré plusieurs mois. Alors, très souvent, quand ça dure de nombreux mois, c'est lié à un défaut administratif. C'est pas le bon document, c'était pas la bonne résistance thermique, c'est pas la bonne adresse, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon machin. Voilà, ça, c'est l'enfer. Donc, il faut bien que ce soit calé dès le départ correctement pour être sûr que ça ne soit pas bloqué. Donc, en mode optimiste, entre le moment où vous décidez de faire les travaux et le moment où vous avez les aides, on compte 2, 3 mois, mais c'est pas vrai, ça arrive jamais. Et en mode pessimiste, on compte un an. Non. Donc, ça peut être assez long. Alors, il faut bien s'accorder avec l'entreprise sur est-ce qu'il peut tolérer d'être payé relativement tard parce que vous n'avez pas les sous, il faut attendre les aides et tout. C'est une vraie discussion à avoir. Parlez-en à vos entreprises pour pas être embêté par rapport à ça. Alors, ma prime rénov, rénovation d'ampleur. Là, le fonctionnement n'est pas du tout le même. Déjà, tout le monde y a le droit. Ah, ça, c'est simple. Et là, il y a un parcours à respecter. La nouveauté de 2026, c'est que désormais, il y a obligation de passer par un espace France Rénov, dont je vous ai parlé en préambule, hein. Je vous ai dit qu'il y avait des services publics de la rénovation. Ça, c'est la nouveauté de 2026. C'est-à-dire qu'avant quoi que ce soit, avant que vous ayez fait quoi que ce soit, vous devez avoir pris enfin, un rendez-vous avec un conseiller France Rénov. Tout simplement pour qu'ils vous disent exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer les tenants, les aboutissants, quel interlocuteur, pourquoi, mais vous êtes obligé de passer par-dessus. Vous aurez une attestation d'entretien à fournir pour avoir le droit aux aides. Donc ça, c'est la nouveauté de 2026. Et ensuite, alors c'est là où on parle de parcours accompagné, parce que tout ce qui se passe dans le parcours rénovation d'ampleur, vous devez le faire en lien avec un prestataire qu'on appelle un MAR. Le MAR, c'est un mon accompagnateur rénov. Je vous explique après qui peut être MAR. Vous trouvez d'ailleurs le listing des MAR sur le site tout à l'heure que je vous ai montré. C'est-à-dire que si on revient sur le site de France Rénov, tout à l'heure, vous pouvez sélectionner dans l'annuaire en haut. Voilà, vous avez ici, je trouve un accompagnateur rénov. Donc, accompagnateur rénov, c'est le fameux MAR, hein, mon accompagnateur rénov. Et là, vous avez le listing et vous pouvez les trouver. Donc, vous êtes obligé de passer par un MAR. J'expliquerai après qui peut être MAR, encore une fois. Donc, le principe, c'est que ce MAR, il va vous accompagner. Il va vous accompagner techniquement, il va vous accompagner financièrement. Alors, pas en vous donnant de l'argent, mais en vous donnant, en vous expliquant ce à quoi vous aurez le droit. Et il va vous accompagner thermiquement. Donc, en gros, déjà pour avoir le parcours accompagné, donc vous aurez compris. Espace France Rénov, ensuite, je fais appel à un MAR. Le MAR, sa prestation, il a au moins 2 visites à faire et il a un audit énergétique à faire. Donc, il y a obligation de réaliser un audit énergétique. Je vous explique juste après ce que c'est. Parce que le principe de la rénovation d'ampleur, c'est pas je fais un type de travaux, j'ai le droit à des aides. Non, c'est je pars d'une étiquette énergétique et j'ai accès à une autre étiquette énergétique. Donc, par exemple, je pars de l'étiquette EFG. En fait, c'est les seules comment dire, classes énergétiques éligibles aujourd'hui, hein. Donc, EFG. Et je devais faire au moins 2 sauts. 2 sauts, c'est-à-dire que je vais monter de 2 classes, hein. Et si j'arrive à monter de 2 classes, eh ben, j'ai le droit à des aides. Et pour savoir si j'ai fait ce saut de classe, on a besoin de faire un petit calcul énergétique qu'on appelle un audit énergétique. Et la personne qui doit faire cet audit, c'est le MAR. Donc le MAR, il vous accompagne, il fait l'audit, il vous définit les travaux en lien avec ce que vous avez prévu, hein. Il définit les travaux qu'il faut faire, il confirme que les travaux permettront bien d'atteindre les bonnes classes énergétiques et il peut vous accompagner à sélectionner les entreprises et tout ça. Le MAR, il a une mission minimum, c'est au moins 2 visites, vous conseiller, vous faire l'audit, vous accompagner à déposer vos dossiers, mais par une mission beaucoup plus globale. Vous verrez qu'un MAR peut être architecte. D'ailleurs, j'en vois qui sont inscrits ici. Je reconnais des prénoms de personnes. Ça peut être un ou une architecte. Et dans ce cas-là, il peut proposer des missions complémentaires. Le suivi de chantier, l'accompagnement à la signature, etc., etc. Donc, il y a une mission minimum du MAR, mais selon la typologie du MAR auquel vous faites appel, eh ben, il peut y avoir des missions complémentaires. Le MAR, c'est une entreprise privée que vous devez payer. Alors, et particularité de MPR parcours accompagné, c'est pas cumulable avec les C2E. Parce qu'en fait, dans les aides qui vous sont données, les C2E sont déjà dedans. Donc, vu que les C2E sont déjà dedans, vous ne pouvez pas les cumuler à côté. Donc, pas de cumul possible avec les C2E. Alors, précision. En fait, si on s'intéresse aux ménages, ils sont scindés. Alors, je l'ai dit, il y a 4 catégories, mais en fait, ils sont scindés en 2 grandes catégories. D'un côté, on a les TMO-MO et de l'autre côté, on a les intermédiaires supérieurs. Tout simplement parce que si je veux faire simple, les TMO-MO, c'est des ménages qui sont plus fragiles, qui sont plus précaires, qui ont moins de revenus, donc ils sont un peu plus pris en charge par l'ANA, où je vous rappelle à la base, l'ANA, ils ont une mission de gérer l'insalubrité, les problèmes de précarité et les problèmes aussi, enfin, ils font de l'accompagnement social. Pour les ménages TMO, MO, il y a encore une fois
Le principe, c'est que vu que c'est des ménages plus fragiles, ils ont besoin d'un accompagnement social qui est un peu plus grand, donc ils passent par l'ANA. Pour répondre à une question que je viens de voir dans le chat, est-ce qu'il y a des mares publiques? Alors, oui, c'est l'ANA. En fait, historiquement, le métier de mare a toujours existé. C'était les espaces France Rénov', donc les entreprises publiques dont je vous parlais la dernière fois, enfin, comme mission de service public, et l'ANA. Et ensuite, ça s'est ouvert. C'est-à-dire que d'un marché qui était donc un service public, ça s'est ouvert d'abord aux architectes, c'est les premiers qui ont le droit d'être MAR. Et après, bah, je vous l'explique tout à l'heure, mais je peux déjà le dire. Ensuite, il y a eu les bureaux d'études qui ont pu devenir MAR, les AMO, donc l'assistance de maîtrise d'ouvrage, les diagnostiqueurs immobiliers peuvent être MAR, ou une entreprise aussi, une entreprise de travaux qui décide de plus faire des travaux, mais de faire de l'accompagnement. Elle peut, alors faut qu'elle crée l'entité à côté, hein, mais elle peut devenir MAR. Alors, il y a des MAR publics, mais c'est pour les TMO et MO uniquement. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, il faut attendre d'avoir la validation des aides pour y aller, hein, surtout que là. Voilà. Les TMO-MO peuvent avoir une avance sur les aides. Attention, elle est moins importante que l'année dernière, nettement moins importante, hein. Et ce qu'il faut voir, c'est que vu que c'est une aide sur la rénovation globale et qui est importante, vous avez des obligations ensuite de rester dans le bâtiment pendant un certain temps. Tout simplement pour que il y en a qui s'en servent pas pour faire de la vente de biens, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ils achètent un bien, ils se mettent en habitat principal, ils rénovent et ils le revendent avec une plus-value, etc. C'est pour éviter ce phénomène-là. Voilà. Alors, les travaux doivent avoir au moins deux gestes d'isolation. C'est-à-dire que vous devez forcément agir sur l'isolation y compris les menuiseries. Donc ça peut être mur plus toiture, ça peut être sol plus toiture, ça peut être mur plus fenêtre, mais à minima, vous devez faire de l'eau liée à l'isolation. Après, il y a une surface minimum au sein de ces lots aussi, c'est 25% de la surface. Mais bon, en simplifié, vous devez faire au moins de l'eau. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir une aide à la rénovation d'ampleur uniquement en mettant une pompe à chaleur. Ah, ça, on l'entend beaucoup, par exemple. Il y en a qui disent, ouais, ouais, j'étais en étiquette E, et puis j'ai mis une pompe à chaleur, je suis arrivé en étiquette B, et j'ai eu le droit aux aides à rénovation d'ampleur. Non, c'est pas possible. Il faut au moins faire de l'eau d'isolation. Autre critère aussi important, il faut absolument qu'à la fin du projet, il y ait une ventilation fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il peut en avoir une à l'origine, mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas bon. À la fin, sur un projet de rénovation d'ampleur, il doit avoir un système de ventilation qui fonctionne. Il peut être simple flux, il peut être double flux, mais en tout cas, il doit fonctionner. C'est deux sauts de classe minimum, sauter de catégorie, que je vous expliquais tout à l'heure. Et faut pas que vous conserviez en système de chauffage principal un système à énergie fossile. Donc, vous pouvez pas garder, par exemple, que le gaz ou que le fuel en système de chauffage principal. Il faut forcément qu'à côté, vous ayez une énergie décarbonée, comme le bois ou l'électricité. Voilà. Le montant des aides. Alors, le montant des aides, le voici. Donc, ça fonctionne comment? Vous avez votre catégorie de revenus. Là, vous voyez que les ménages supérieurs y ont le droit. Et selon le nombre de sauts de classe, deux ou trois, voilà, vous avez un plafond éligible. Donc, ça se lit de la façon suivante. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez fait trois sauts de classe, donc vous êtes monté de trois classes énergétiques. Vous êtes passé de G et vous êtes arrivé en B, par exemple. Là, c'est bien, vous avez fait même plus de trois de sauts de classe, hein, mais c'est limité à trois sauts de classe. Bah, quand vous avez fait ces trois sauts de classe, eh ben, vous avez le droit, donc dans ce cas-là, à ce pourcentage du montant maximum. C'est-à-dire, pour un ménage supérieur, 10% de 4 000, pour un ménage très modeste, 80% de 10% de 40 000, pardon, mais ça fait 4 000. Et pour un ménage très modeste, 80% de 40 000. Je vous ai mis les montants que ça fait, hein, ça fait ça comme montant, par exemple, hein. Donc, au montant maximum, un ménage très modeste peut avoir 32 000 euros. Donc, c'est quand même une grosse somme, hein, 32 000 euros qu'on vous donne, c'est quand même énorme quand on y pense, hein. Et il y a une histoire d'écrêtement. C'est-à-dire qu'encore une fois, la totalité des aides auxquelles vous aurez le droit, parce que vous allez pouvoir cumuler d'autres aides à côté, les fameuses aides locales, par exemple. Bah, si vous cumulez vos aides locales, dans tous les cas, vous ne pouvez pas dépasser 50% de la totalité des travaux pour un ménage supérieur et à l'opposé, 100% pour un ménage très modeste. Vous voyez que là, je vous donne, vous voyez, hein, on va de 4 000 à 32 000 euros. Ça, c'est les critères depuis octobre l'année dernière. Et je vous ai dit, il y a eu un changement énorme au mois de juin de l'année dernière. Alors, ça, c'est un peu pour dégoûter ceux qui voudraient s'y mettre aujourd'hui, hein. Mais avant le mois de juin de l'année dernière, je vous montrais les montants qu'il y avait. Là, vous voyez qu'on était de 4 000 à 32 000. Et ben, il y a un peu plus d'un an en arrière, vous pouviez aller de 30 000 à 63 000. Voilà. Donc, vous voyez que les montants ont été divisés par deux ou par trois, hein. Mais ça, c'est plus le cas. Donc, ça sert à rien. Il vous reste que vos yeux pour pleurer. Il n'y a plus ces montants-là. Ça, c'était les anciens montants. Ça, c'est désormais les montants. Vous les avez là. Bon. Donc, ça a fortement réduit, hein, évidemment. Après, le parcours typique, donc parcours accompagné.
En fait, il est quelque part un peu plus simple dans le sens où il y a quelqu'un qui vous accompagne, même si évidemment il y a plus de choses à faire parce que par exemple, il va falloir demander 5-6 devis, hein, vu qu'il faudra un devis pour la toiture, un devis pour la menuiserie, un devis pour la ventilation, un devis pour le chauffage, etc., etc. Mais en gros, première étape, l'espace France Conseil, France Rénov, je vous l'ai dit, hein, l'espace Conseil France Rénov. Ensuite, vous trouvez votre marque et vous sélectionnez votre marque, il va vous accompagner. Ensuite, bah, il y a les entreprises RGE, c'est-à-dire vous allez demander les devis. Une fois que vous avez tous les devis, vous allez faire la demande d'aide, comme tout à l'heure. Faites la demande d'aide, vous attendez d'avoir la réponse, on vous dit, OK, vous avez le droit à tel montant, c'est valide, vous faites les travaux et à la fin, vous demandez l'aide. Donc, vous voyez qu'on a un peu la même logique, hein, c'est les mêmes allers-retours, si ce n'est que là, vous êtes accompagné avec le fameux MAR qui vous accompagne tout le long. Voilà. Alors, concernant le MAR, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais passer rapidement. Qui peut être MAR? Je vous ai déjà donné les exemples, hein. Voilà. Donc ça, j'ai déjà dit, hein. Et précision, par contre, le MAR doit être totalement indépendant des entreprises d'exécution de travaux. En gros, il doit avoir aucun intérêt commercial à vous faire passer plus sur une entreprise que sur une autre. Parce que dans ce cas-là, sinon, il n'est pas neutre, il est biaisé, hein. Si il y a un accord commercial avec tel plaquiste qui fait que si c'est ce plaquiste qui intervient, il touche une commission dessus, et ben ça, c'est totalement interdit. Voilà, donc c'est normal. Le MAR, même si c'est une entreprise privée, le MAR a une notion d'indépendance qui est obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, à quoi il sert, etc. Donc je vais tout expliquer dedans. Et il faut savoir qu'il existe une aide pour la prise en compte de la mission de MAR, parce que c'est quelqu'un que vous allez payer. Les aides, vous les avez ici, elles sont forfaitaires selon la catégorie de ménage. Vous pouvez toucher de 400 à 2000 euros. Attention, l'aide est conditionnée au fait de faire des travaux. C'est-à-dire que si vous prenez un marque, vous faites tout le projet, mais que vous ne faites pas les travaux, vous n'avez pas le droit à l'aide concernant le marque. Vous avez le droit à l'aide que si vous avez réalisé les travaux. Aujourd'hui, une mission de marque, ça coûte au minimum 2000 euros parce que tout le monde s'est calé sur l'aide maximum qu'il peut y avoir. Mais si vous demandez des prestations annexes, ça peut aller bien au-dessus, hein, d'accord? Si vous demandez un suivi de chantier, une aide à l'assignation de travailleurs, un dossier de consultation des entreprises, par exemple, la mission peut être beaucoup plus onéreuse, évidemment, parce qu'il y a plus de missions à l'intérieur. Il n'y a pas de prix officiel du MAR. Voilà, c'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. Vous pouvez comparer des MAR entre eux. Alors, l'audit, je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'audit, c'est un outil. Alors, ça pourrait ressembler au DPE. D'ailleurs, on utilise les mêmes calculs que le DPE. La différence, c'est que le DPE, ça vous fait un instantané. C'est-à-dire, le DPE vous dit, voilà, un instant T, votre bâtiment, il consomme tant. La différence avec l'audit, c'est que l'audit, il fait la même chose. Il vous dit, voilà, votre bâtiment, il consomme tant. Par exemple, ici, dans l'exemple, on commence à F. Mais ensuite, il va programmer des travaux et il va vous dire, voilà, si vous faites ces travaux, vous arrivez à telle étiquette énergétique. C'est ce que je vous expliquais ici, hein. Vous voyez que là, on passe de F à B. Alors, dans le principe de l'audit, c'est qu'il faut faire plusieurs scénarios. Il y en a un, c'est forcément un scénario en une étape, donc FB. Et dans le deuxième cas, vous pouvez faire un scénario en plusieurs étapes. Passer par une étape intermédiaire. C'est une histoire temporelle, hein. C'est-à-dire, voilà, cette première année, vous faites telle vague de travaux, vous passez à D, et dans 5 ans, vous faites la deuxième vague de travaux. Je vous déconseille de faire ça. Souvent, financièrement, ce n'est pas très intéressant. Et c'est surtout que les aides ont tendance à baisser, on a remarqué, et qu'aujourd'hui, on sait les aides qu'il y a. Dans 5 ans, on ne sait pas s'il y en a. Voilà. Donc, si vous dites, bah, tiens, je ne fais pas maintenant parce que dans 5 ans, je referai et j'aurai le droit à plus d'aides, bah, c'est pas sûr. L'éco-prêt à taux zéro. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, c'est assez particulier. On va faire simple. Qui peut en bénéficier? À peu près tous ceux qu'on a déjà vus depuis tout à l'heure, donc propriétaires occupants, etc. Les logements, habitat principal depuis plus de 2 ans et il faut passer par une entreprise RGE. Pour faire simple, le principe de l'éco-PTZ, c'est que c'est votre banque qui doit vous le proposer. C'est une obligation des banques de proposer l'éco-PTZ et tout le monde y est éligible à condition de ne pas dépasser son taux d'endettement. Donc, ça veut dire que vous soyez modeste, très modeste ou supérieur, si vous avez une capacité d'endettement, c'est-à-dire que vous pouvez financer un éco-PTZ, la banque a obligation de vous le proposer. Voilà. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, les banques ne le proposent pas. Elles n'aiment pas proposer les COPTZ simplement parce qu'elles ne gagnent pas d'argent dessus. Donc, elles n'ont pas d'intérêt à vous proposer. Elles vont préférer vous proposer un prêt travaux à 1, 2, 3, 5% parce qu'elles vont gagner de l'argent dessus. C'est une obligation légale d'une banque de vous proposer les COPTZ. C'est des fois compliqué de l'avoir. À l'inverse, il y a des banques qui jouent le jeu. Là, il faut aller voir, hein, faut tester, mais c'est obligatoire normalement c'est un droit. Tout le monde y a le droit, hein. Donc, pour faire très simple, hein, ce qui peut être éligible aux aides, vu que le temps avance, si vous avez le droit aux aides MPR,
vous avez le droit à l'éco-PTZ. Ah, on va faire simple, hein. C'est-à-dire que si vous avez coché tous les critères qui vous donnent l'accès à ma prime rénov, partez du principe que vous avez les critères pour avoir accès à l'éco-PTZ. Le montant, lui, va dépendre de ce que vous faites. C'est-à-dire que si on est dans l'approche par geste, eh ben, vous allez pouvoir toucher de 7 000 euros pour les menuiseries jusqu'à 30 000 euros maximum si vous faites un bouquet de trois travaux. Par exemple, si vous faites toiture, menuiserie, mur, c'est pas une rénovation globale, mais vous avez le droit à l'éco-PTZ à 30 000 euros. Si vous faites une rénovation globale, vous avez le droit à 50 000 euros. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on pouvait aller jusqu'à 32 000 euros d'aide. Et là, on voit qu'on peut en plus avoir un éco-PTZ de 50 000. Alors, l'éco-PTZ, il faut le rembourser. Mais souvent, les mensualités sont remboursées par les économies d'énergie que vous allez faire. Donc, ça peut être très intéressant dans le cas de rénovation globale. Par contre, ça demande à se réendetter hein, et de devoir rembourser cette somme-là. Les certificats d'économie d'énergie, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, pareil, là, je vais aller directement à l'essentiel. Les certificats d'économie d'énergie, c'est vous qui allez chercher un obligé et qui allez voir avec lui l'argent qu'il vous propose. Donc, par exemple, vous allez voir EDF, vous allez voir Total, vous allez voir Carrefour, vous allez voir Auchan. Et ils ont tous des sites dédiés, hein. Si vous tapez certificat d'économie d'énergie Auchan, ils ont un site où ils vous proposent de financer vos travaux. Et là, ça va dépendre de à qui vous le demandez et quand vous le demandez. Parce qu'en fait, pour les mêmes travaux, vous pouvez avoir des obligés qui vont proposer des sommes différentes. Simplement parce qu'ils ne sont pas au même niveau d'atteinte de leur quota. Certains sont pressés d'atteindre leur quota, ils vont donner plus d'argent, comme ça, ils vont avoir rapidement votre C2E. Et d'autres ne sont pas pressés, ils vont vous proposer moins. Donc là, c'est à vous de faire votre marché et vous allez contractualiser directement avec les obligés. Je précise que dans ce cas-là, le principe, c'est que c'est cumulable avec les aides travaux, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais ce n'est pas cumulable avec les aides à la rénovation globale. Donc ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Si vous voulez savoir tous les C2E qui existent, je vous ai mis la liste. Cliquez dessus, vous allez voir, il y a tous les C2E, vous pouvez les trouver. Les C2E font l'objet de contrôles des fois. Alors, ça peut être contrôle téléphonique, contrôle réel. Il y a quelqu'un qui vient vérifier les contrôles, hein, vient vérifier les travaux. Donc c'est assez encadré, même s'il y a encore des arnaques, c'est assez encadré. Je vous montre des exemples de montants hein, pour que vous ayez des ordres de grandeur. Là, vous voyez, on parle d'un ménage très modeste, hein. Donc, le C2E sera bien cumulable avec les aides MPR, rénovation par geste et les aides locales. Et là, vous avez des ordres de grandeur. Donc, par exemple, vous voyez, si je reprends mon chauffe-eau solaire, eh ben, c'est 4 000 euros de MPR, 160 euros de C2E. Donc, c'est pas énorme. Mais si vous prenez une pompe à chaleur RO, c'est 5 000 euros de MPR et c'est 4 000 euros de C2E. Donc, on voit que dans certains cas, les C2E sont presque supérieurs aux aides publiques. Et c'est bien cumulable. Donc là, vous voyez, pour une PAC RO, vous pouvez faire 5 000 plus 4 000. Alors, c'est pour un ménage très modeste, hein. Ça dépend de vos revenus, hein. Et là, je vous donne un autre exemple. Là, on est sur des catégories supérieures. Et l'intérêt, c'est que concernant les catégories supérieures, ils n'ont pas les aides monogestes. Par contre, ils ont droit au C2E. Donc, bien sûr, les montants ne sont pas énormes, mais ils existent quand même. Donc, par exemple, il y a un ménage supérieur, il a droit environ, hein, c'est approximatif, à 2 500 euros de C2E pour sa pompe à chaleur. Donc, pensez-y à ces aides privées, surtout pour les catégories supérieures qui n'ont pas le droit aux aides par geste, mais qui sont éligibles au C2E. Voilà. Alors, je précise qu'il existe, pour ceux qui iront voir les C2E, il existe donc on appelle ça BAR, parce que BAR, ça veut dire bâtiment résidentiel. Voilà. Donc, la BAR TH174, alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Un BA, c'est bâtiment, enfin, BA, c'est bâtiment, R, ça veut dire résidentiel, et TH, ça veut dire que c'est le côté thermique des choses. Bon. Donc, c'est des noms un peu bizarres, mais tout est expliqué sur le site que je vous ai marqué, enfin, que je vous ai noté tout à l'heure, hein. Donc, la BAR TH174 pour les maisons individuelles et la barre TH75 pour les appartements, ce sont une barre qui s'appelle rénovation d'ampleur. Donc c'est vrai que quand on la lit, on peut se dire, ah, bah, tiens, j'ai le droit, c'est pour rénover entièrement votre maison ou votre appartement. En fait, vous oubliez, parce qu'en fait, cette barre-là, elle est déjà inclue en fait dans MPR, parcours accompagné. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que dans les aides à rénovation globale, il y avait les C2E qui étaient déjà comptés dedans. Bah, en fait, c'est cette barre-là qui est inclue dedans. Donc, vous ne pouvez pas l'accumuler. Voilà. Et enfin, il y a les aides locales. Alors, les aides locales, je ne peux pas les expliquer ici parce que ça va dépendre totalement du cahier des charges locales. Voilà. Ça peut être votre mairie qui décide de se dire que, par exemple, ici, dans le coin, il y a de la rénovation en pisé et dans la collectivité, il y a deux, trois artisans spécialisés là-dedans. Et la mairie décide de dire qu'il y a une aide forfaitaire de 300 euros à condition de rénover un bâtiment en pisé en prenant une entreprise du village. Bon, ben voilà. C'est une aide locale et ils font ce qu'ils veulent. Il y a des aides qui sont au niveau des communes, il y a des aides qui sont au niveau des départements, il y a des aides qui sont au niveau des régions. Et dans le cahier des charges, eh ben, tout est marqué dedans.
La plupart du temps, on a les mêmes critères techniques. La plupart du temps, il faut prendre une entreprise RGE. On retrouve les critères de tout le monde. La plupart du temps, c'est cumulable avec un écrêtement, mais ça dépend du cahier des charges local. Donc ça, c'est vraiment chaque aide a ses particularités. Et c'est dans ce cas-là que je vous disais qu'on peut trouver très épisodiquement des aides pour les auto-rénovateurs. On appelle ça généralement de l'ARA, de l'auto-réhabilitation accompagnée, où vous avez le droit à une aide, mais il faut passer par un professionnel qui vous accompagne. Un architecte, un bureau d'études, un artisan ou un AMO. Et généralement, si un AMO vous a fait un cahier des charges qui a été validé, vous pouvez toucher des aides en tant que particulier. C'est très rare et c'est souvent un dispositif local. Mais ça existe quand même. Je vous encourage à le regarder. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous décrire ces aides-là, vu qu'il y a 36 000 communes en France. J'ai beau avoir un cerveau avec une mémoire qui arrive à fonctionner, je n'arrive pas à connaître les 36 000 aides en permanence qu'il y a en France. Et sachant que vous pouvez cumuler avec départements, communes, enfin communes, départements, régions, etc. Donc renseignez-vous sur le site de l'ANIL ou allez voir un espace conseil France Rénov parce que généralement ils connaissent les aides locales. Synthèse des cumuls. Là, je vous ai mis le tableau de synthèse, mais je vous en ai fait un aussi beaucoup plus simple. Donc, premièrement, dans les aides rénovation par geste, tout est cumulable. C'est-à-dire les aides nationales, MPR, les aides locales, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça dépend le cahier des charges, l'éco-PTZ, la TVA à taux réduit et les C2E. Donc, tout ça, c'est cumulable. Concernant la rénovation globale, bah, tout est cumulable sauf les C2E. Parce que les C2E sont déjà inclus dedans. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc vous ne pouvez pas les rajouter. Hein. Et le MAR vous expliquera bien ça. Allez, j'ai presque fini, il me reste deux, trois choses à faire. J'ai fait une petite blague ici. Vous l'avez déjà tous eu, vous savez ce coup de fil. Bonjour, c'est Martine, je vous appelle de la part du bureau d'études. Savez-vous que l'État finance. Bon, vous l'avez déjà tous eu, ce coup de téléphone insupportable, avec une voix robotique. Hein. C'est un bot IA qui vous appelle derrière. Alors, sachant qu'ils veulent vous vendre des aides à l'installation de panneaux photovoltaïques, la plupart du temps, votre installation, elle va ressembler à un truc comme ça à la fin. Donc, décourage de le faire. Hein. Donc, je redis, sur le photovoltaïque, seule source d'information fiable, hormis site France Rénov et tout ça, c'est le site photovoltaïque.info. Aujourd'hui, hein, voilà, je vous ai mis l'encart de ce que vous trouvez sur la partie les aides. Hein, voilà. Donc, il est important de signaler que le photovoltaïque aujourd'hui n'est pas éligible aux mêmes aides que la rénovation énergétique. J'en parle, mais vous voyez que ce n'est pas le même parcours. Hein. Donc, il n'y a pas de MPR. Voilà. Il n'y a pas de certificat d'économie d'énergie. Il n'y a pas d'éco-PTZ. Voilà. Et il n'y a pas toutes les primes, coups de pouce et tout ça. Donc, il n'y a pas du tout ces dispositifs d'aide-là. En fait, il y a deux types d'aides pour le photovoltaïque. C'est la prime à l'installation. Donc, c'est un montant forfaitaire par rapport à l'installation que vous allez faire, mais c'est quelques centaines d'euros. C'est très faible. Et ensuite, il y a le tarif de rachat, c'est-à-dire à quel prix on va vous racheter votre électricité. Il y a un arrêté qui est dans les tuyaux où le prochain tarif de rachat sera de l'ordre de 1 centime le kilowattheure, alors que vous l'achetez entre 15 et 20. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à installer du photovoltaïque pour vendre votre électricité. Le seul intérêt qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire faire en sorte de produire de l'électricité et de consommer cette propre électricité avec des petites installations. Voilà. Moi, chez moi, j'ai 4 panneaux installés en façade et des journées comme en ce moment. Là, vous voyez, c'est le 24 avril, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Une journée comme le 24 avril, j'arrive à consommer 3,70 kWh dans la journée et j'arrive à en produire 7 avec 4 panneaux seulement. Alors, ce qui veut dire qu'il y a toute une partie de la journée où vous l'aurez compris, je consomme zéro et je produis même plus. La logique derrière, c'est potentiellement d'installer des batteries. Parce que si j'installais une batterie, ces 7 kWh que j'ai produits, je les mettrais dans une batterie et ça me permettrait de les consommer au moment où mes panneaux ne produisent pas. Par contre, il y a l'impact environnemental des batteries, c'est un sujet, hein, effectivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, c'est bien l'autoconsommation, clairement, sur le photovoltaïque. Autre chose, sur le solaire, si vous posez la question des panneaux solaires, il y a aussi les panneaux solaires thermiques. Hein, parce que les panneaux solaires thermiques, il y a encore beaucoup d'aides dessus. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir du panneau solaire thermique. D'ailleurs, sur mon installation, moi, mes panneaux solaires thermiques, ça fait 15 ans que je les ai. Hein. Mes panneaux photovoltaïques, ça fait moins de 10 ans. Mais mes panneaux solaires thermiques, ça fait plus de 15 ans que je les ai. Et il vaut mieux mettre du thermique. D'ailleurs, c'est un meilleur rendement. Hein. Donc, moi, ça fait un moment que je suis en 100% au chaud de solaire, hein, surtout à cette période de l'année. Voilà, dans l'actualité, et j'aurai fini, dans l'actualité, il y a un truc, c'est que on a notre ministre qui a fait une allocution la semaine dernière et qui nous a dit que ce qu'il y avait dans les tuyaux, c'est pas validé au moment où je vous parle, mais ce qu'il y avait dans les tuyaux, c'est le report des interdictions de location. Alors, j'en ai pas vraiment parlé ici, mais s'il y a tant de barouf qui est fait autour de la rénovation globale, c'est aussi parce que les passoires énergétiques sont interdits à location. Alors, pas toutes, hein. Au moment où je vous parle, que les bâtiments G sont interdits à location.
Mais en 2028, donc dans pas si longtemps, les bâtiments F auraient été interdits à location. Et en 2034, dans pas si longtemps non plus, les bâtiments E, eux, auraient été interdits à la location. Eh ben, c'est des interdictions de location potentiellement vont être reportées. Alors, ce n'est pas reporté, c'est juste que vous aurez le droit de continuer à louer votre bien à condition que vous êtes engagé à faire des travaux. Donc, aujourd'hui, il faut faire les travaux pour avoir le droit de le remettre en location. Dans quelques mois, il faudra peut-être dire je fais les travaux. Et si vous faites les travaux dans un laps de temps de 3 ans ou 5 ans, eh ben, vous pouvez continuer à louer à condition de faire les travaux. Bref, c'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est toujours quand on annonce des trucs comme ça, la filière généralement elle freine hein, et ça donne pas envie de faire les travaux maintenant si on se dit bah tiens si je fais pas les travaux j'aurais quand même le droit de louer. Voilà, je vous ai tout dit. Alors vous voyez que c'était vaste en 1h10, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je peux répondre à quelques questions. Est-ce que Fanny, tu as eu le temps de faire la synthèse des Oui, questions? Est-ce qu'il y en a encore? tu as répondu globalement à la majorité. Il y avait juste quelqu'un qui demandait s'il était possible de revenir sur le calcul de l'écrêtement. Ouais, alors l'écrêtement, je reviens en arrière, hop, hop, là. Donc, il y a une particularité, c'est que le montant des aides, il est toujours calculé sur du hors taxe, alors que l'écrêtement, il est sur le TTC. En fait, l'écrêtement, c'est assez simple. On va le reprendre, par exemple, pour la rénovation d'ampleur, hein, parce que c'est souvent ça qui va être le plus intéressant. Donc, je reviens en arrière. Hop, hop, là, il y a pas mal de choses. Ça arrive, hein. Voilà. Donc, si on prend, non, ça c'est, enfin, c'est l'ancien, mais on va le remettre. Le bon, c'est celui-là. Donc, ça veut dire quoi? Si je zoome sur l'écrêtement, c'est une chose qui est très simple. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si je cumule la totalité des aides qui existent, pour un ménage supérieur, je n'aurai pas le droit d'avoir plus de 50% d'aide sur le montant total TTC. Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai 90 000 euros de travaux TTC, tout compris, pour un ménage supérieur, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas dépenser 45 000 euros d'aide. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire l'écrêtement. Et évidemment, pour un ménage très modeste, il pourra avoir jusqu'à 90 000 euros d'aide. Parce que oui, si les travaux font 90 000 euros, l'écrêtement étant de 100%, ça veut dire que les aides peuvent aller jusqu'à la totalité du projet. Attention, hein, l'écrêtement prend bien en compte toutes les aides, c'est-à-dire celles qu'on va aller chercher au niveau local, départemental, etc. Mais vu qu'il existe pas mal d'aides, dans certains cas, ça peut se cumuler. Et certains départements, régions sont hyper proactifs là-dessus. Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'aides qu'on peut cumuler. Donc, c'est pour ça que l'écrêtement, c'est pas que MPR, hein, c'est toutes les aides. Et donc, encore une fois, c'est assez simple à comprendre, en fait, hein, c'est le pourcentage maximum sur le budget total. Donc, encore une fois, hein, sur 90 000 euros, 50% de 90 000 euros, ça fait 45 000 euros. Donc, un ménage supérieur, quoi qu'il arrive, aura au maximum 45 000 euros d'aide. Là où un ménage très modeste aura le droit, du coup, à 90 000 euros d'aide pour 90 000 euros de travaux. S'il y a toutes ces aides, hein, voilà. C'est pas un engagement sur les aides, c'est un montant d'aide maximum. Voilà. Est-ce qu'il y a Très d'autres clair. questions du... Oui, on me demande si tu auras le temps d'évoquer les exceptions dans le cas des autoconstructions partielles. J'imagine que ça va être compliqué. Alors, l'évoquer les exceptions dans le cas d'une autoconstruction partielle. Alors, autoconstruction, c'est neuf. Donc, on n'est pas du tout dans le sujet parce qu'il n'y a pas d'aide pour le neuf. Après, si on parle d'auto-rénovation, je joue un peu sur les termes, hein, mais si on parle d'auto-rénovation, là, ça peut être différent. Les exceptions, il n'y en a pas dans tout ce que je viens de dire, hein. Le seul possibilité d'avoir des aides pour l'auto-rénovation, ce sont des aides locales. Alors, j'en parle parce que je sais qu'il en existe. J'ai aidé à mettre en place des aides à rénovation locale, mais dans un territoire français. Alors, mon truc est là où je peux pas vous montrer, mais c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un archipel français à côté du Canada. Moi, je les ai accompagnés depuis plusieurs années à mettre en place des aides à la rénovation, à l'auto-rénovation. Mais la particularité de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que déjà, la plupart des gens là-bas sont des autoconstructeurs, avec 60% des maisons neuves sont en autoconstruction, et qu'il y a très, très peu d'entreprises. Donc, par exemple, le délai d'attente pour des travaux, c'est en années, c'est 2, 3 ans pour attendre d'avoir des travaux. Donc là-bas, le contexte local fait que la collectivité territoriale a décidé de donner des aides à la rénovation pour les particuliers. Mais c'est toujours des exceptions et je ne connais pas ces exceptions. Je vous en parle d'une parce que je les ai accompagnées, je la connais bien. À une époque, dans le Mont du Lyonnais, pas loin d'ici, il y avait aussi un dispositif d'accompagnement à l'autoréhabilitation accompagnée. Mais c'est quelque chose de très local. Donc, le seul moyen d'avoir cette information, c'est les espaces conseils France Rénov, d'aller voir localement ces espaces conseils pour qu'ils puissent vous donner ces informations-là. Voilà.
Et il y avait aussi la question de où trouver l'aide sur les infos locales les aides locales existantes. Ça a été répondu sur le site de l'ANIL, c'est ça? C'est ça. Et je l'ai mis dans le support de cours. Vous pourrez le scanner ou de toute façon, il y aura le replay, donc vous pourrez regarder dans le replay sur le site de l'ANIL. Mais plus que le site de l'ANIL, je vous encourage même à aller voir vos espaces conseils France Rénov. Tout simplement parce que moi, j'habite en milieu rural et ici, il y a des patelins, il y a 200, 300 habitants. Je suis pas sûr que s'il y ait une aide locale, ça existe des fois, parce que c'est vraiment à l'initiative. Il suffit que la mairie décide de donner 100 euros pour telle raison et c'est une aide. Alors, c'est que 100 euros, mais c'est une aide quand même, hein. Et dans certains cas, quand c'est de petites mairies, ils font pas remonter les informations parce qu'ils se disent, nous, c'est au niveau de notre mairie, c'est au niveau du village, on s'en fout. Mais les espaces conseils France Rénov, par exemple dans la Loire, leur but, parce que moi je suis dans la Loire, leur but c'est de connaître toutes ces aides-là. Donc si le site de l'ANIL au niveau national n'a pas l'information, peut-être que votre espace conseil l'a. Et sinon, c'est aller voir votre mairie. Le problème de la mairie, c'est que vous aurez l'information que locale. L'espace conseil France Rénov, il pourra vous dire, par exemple, région, département, communauté de communes, mairie. Eux, généralement, ils ont tous les niveaux. Donc en gros, si vous allez voir un espace conseil France Rénov, et si vous faites la demande aussi à la mairie, et si vous allez voir sur le site de la NIL, là, logiquement, il n'y a aucune aide qui vous échappe, hein. Vous devez avoir toutes les infos, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou deux Écoute, questions? on a fait le tour de toutes les questions. Je pense Ok. que c'était plutôt clair. Effectivement, je vais mettre en ligne le replay d'ici ce soir sur la chaîne YouTube de Kensai. On vous fera parvenir le lien par mail comme les fois précédentes. Donc, n'hésitez pas à reparcourir le cours, effectivement, pour tous ces liens utiles et à utiliser les QR codes de Julien pour accéder à tous Ouais, ces sites. je vous ai simplifié la vie, parce que je me dis Mm. aujourd'hui, tout le monde scanne, comme ça on a directement les informations, ça sera plus simple. Sur ce, c'est tout bon, Fanny, pour toi, ouais? C'est tout bon, ouais. Eh ben, merci à vous, et puis j'espère que vous aurez appris plein de choses, et je vous souhaite une bonne fin de journée.